Les autorités de la ville russe de Proletarsk continuent de lutter contre l'incendie d'un dépôt pétrolier touché par des drones ukrainiens il y a 3 jours. La convention du Parti démocrate américain se tient depuis lundi à Chicago et les observateurs européens commencent à envisager les relations entre l'Europe et les États-Unis en cas de victoire de Kamala Harris. La Commission européenne propose d'ajuster les droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises dans le cadre de son enquête anti-subvention. La météo extrême ravage l'Europe. Au Portugal et sur l'île de Madère, les incendies se multiplient. La Pologne fait, elle, face à des inondations. Les autorités russes continuent de lutter contre l'incendie d'un dépôt pétrolier touché par des drones ukrainiens il y a 3 jours. Selon les agences de presse d'État russes, le feu s'est étendu sur une zone d'environ 1 hectare dans la ville de Proletarsk, dans la région de Rostov, en Russie. D'après les rapports, 500 pompiers sont toujours sur place pour tenter de maîtriser les flammes. Au moins 41 d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Взорвалась бочка. А я не слышала. Ну вот же, глянь. Вот это уже плохо. Вот это уже плохо. L'état-major de l'armée ukrainienne a revendiqué la responsabilité de l'attaque du dépôt pétrolier qui servait à répondre aux besoins de l'armée russe. Cet incendie survient alors que la Russie continue de lutter contre l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. De nouvelles photos satellites semblent montrer les forces russes construisant des ponts temporaires pour remplacer ceux détruits par les troupes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a également publié des images montrant des véhicules militaires ukrainiens endommagés sur une route de Koursk. Par ailleurs, la Russie affirme avoir détruit un dépôt de munitions et d'armes ukrainien dans la région de Soumy, ainsi qu'un obusier à Kharkiv. Alors que la convention du Parti démocrate se tient depuis lundi à Chicago, les observateurs européens commencent à envisager les relations entre l'Europe et les États-Unis en cas de victoire de Kamala Harris. Les partisans européens de la candidate démocrate sont partagés entre angoisse et enthousiasme. Si les élections américaines n'auront lieu que le 5 novembre, le vote par correspondance approche à grands pas pour les Américains à l'étranger. There's definitely some nervosity, not only because it's a tough election, and it's not going to be a landslide, or it doesn't seem like it would be a landslide, but also because we've seen in 2020 with the attempted coup in Washington that it's not because a candidate wins that it goes smoothly between Election Day on November 5th and Inauguration Day on January 20th. A lot can happen, so there's a lot to be nervous about, but we're confident that Kamala Harris will win. The Democrats' manifesto that was printed this week in Chicago is in lockstep with the EU's vision of the world. And the Trump era is remembered as one of the most challenging times for the transatlantic relationship. I think above all, Europe wants predictability from the United States, especially at a time of war in Europe and other stresses around the world. And I think that's what many people are looking for. Not everyone. There will be different views across Europe, of course. Aux États-Unis également, l'opinion est divisée, malgré l'euphorie qui devrait régner à Chicago cette semaine. Donald Trump dispose toujours d'une base solide. Et quel que soit le résultat de l'élection du 5 novembre, la priorité du prochain dirigeant américain sera sans doute de rassembler les États-Unis avant de se pencher sur les affaires étrangères. Things that Europeans will worry about that will still be there, whether there's a Democratic administration or a Republican administration. I mean, we've seen some of the disputes. I think on the sort of high political, geopolitical issues, but when it comes to trade policy and other issues, there are still likely to be stresses. Tous les regards sont désormais tournés vers le débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui aura lieu le 10 septembre. L'Union européenne franchit une nouvelle étape dans son bras de fer commercial avec la Chine sur les voitures électriques. Sur la base de nouvelles informations fournies par les entreprises chinoises concernées, la Commission européenne a proposé mardi d'ajuster les droits de douane supplémentaires. La décision définitive, à la suite de l'enquête anti-subvention en cours, sera prise au plus tard à la fin du mois d'octobre. D'ici là, l'Union européenne reste ouverte au dialogue avec Pékin. Olaf. It is for China to
propose a solution that is WTO compatible and that addresses the issues and subsidies, illegal subsidies as we see them, that the European Commission has identified in its painstaking evidence-based investigations. Les droits de douane proposés vont de 17% pour BYD à 19,3% pour Geely et 36% pour SAIC. Les autres constructeurs seront taxés à 21% ou 36% en fonction de leur collaboration avec les enquêteurs. Le fabricant américain Tesla pourrait connaître une surtaxe de 9% pour les voitures qu'il exporte à partir de la Chine. Les parties prenantes ont 10 jours pour faire part de leurs commentaires. Les États membres de l'Union européenne seront aussi consultés. Cette enquête sur les subventions chinoises a été lancée par la Commission car l'institution estime que ce déséquilibre représente une menace significative pour son industrie à travers une concurrence déloyale. Le soutien de Pékin rend les voitures chinoises moins chères. Leur part de marché dans l'Union est passée de 4% en 2022 à 25% en 2023, selon la Commission. Ces droits de douane plus élevés doivent empêcher une détérioration de la situation qui entraînerait des licenciements et la fermeture de chaînes de fabrication. Les épisodes météorologiques extrêmes continuent de ravager l'Europe avec des inondations, des feux de forêt et des vagues de chaleur. De nouveaux incendies se sont déclarés dans plusieurs régions du Portugal, comme sur l'île de Madère, zone la plus exposée actuellement aux incendies ruraux, selon l'Institut national de météorologie espagnol. Depuis le 14 août, plus de 500 secouristes et pompiers ont été déployés à tour de rôle pour lutter contre les incendies. En une semaine, près de 7000 hectares de terre ont été brûlés, 60 personnes ont dû être évacuées. De violentes tempêtes ont paralysé certaines régions de Pologne. À Varsovie, de nombreuses rues sont inondées après des... De violentes tempêtes ont paralysé certaines régions de Pologne. À Varsovie, de nombreuses rues sont inondées après des précipitations records dues à un orage en soirée et à des pluies torrentielles pendant la nuit qui ont traversé la ville. Le record polonais de précipitations quotidiennes a été battu après la tempête selon les autorités locales. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, les pertes matérielles pour les habitants de la capitale polonaise sont énormes. La Roumanie a, elle, été frappée par des températures extrêmement élevées et un été presque sans pluie, obligeant les agriculteurs à récolter un mois plus tôt que les années précédentes. Cette canicule a mis en danger la production de cultures essentielles. Les agriculteurs roumains sont encore en train d'évaluer l'ampleur des dégâts. Selon les économistes agricoles, les dégâts causés au seul champ de maïs sont évalués à au moins 300 millions d'euros. C'est une température qui fait la joie des vacanciers en Méditerranée, une eau à 29 degrés. C'est beaucoup plus chaud cette année que les années d'avant. Ces températures élevées représentent pourtant une menace réelle pour la vie sous-marine et la biodiversité, selon ce spécialiste. Il y a une perte de biodiversité et une perte de qualité des milieux. Les milieux vont avoir plus tendance à reculer. Et ces températures inhabituelles de l'eau ont aussi un impact sur la vie terrestre et les phénomènes météo extrêmes de plus en plus fréquents. Il y a des épisodes qu'on appelle méditerranéens, c'est-à-dire que l'air se refroidit brusquement, il ne peut plus contenir toute cette humidité et subitement on a des précipitations extrêmement intenses et brutales qui créent d'énormes dommages. D'après les Nations Unies, le réchauffement de la Méditerranée pourrait avoir un effet sur la vie de près de 510 millions de personnes. Des températures douces et des périodes d'ensoleillement plus longues. Voilà ce qui attire toujours plus de touristes du sud de l'Europe au Danemark. Le nombre de touristes italiens et français visitant la région de Copenhague en juin a augmenté de 23% depuis 2019. We are here for a vacation because it's very hot at Greece at the moment. So we decided to go somewhere north in order to see something different and have a nice weather. Lorsque l'on compare les températures fraîches du Danemark à la canicule qui règne en ce moment en Italie et en Espagne, il n'est pas surprenant que de nombreux touristes affluent ici. Super alta, 40 grados hoy en Madrid. Muchísimo calor. En Canarias yo creo que se está mejor,
No, por los 25, Canarias, sí. 25-30 grados, Mucho pero mejor. sí, en Madrid no se puede vivir. Llevamos de ola de calor 3 semanas seguidas con temperaturas mínimas de 30 grados y máximas de 40. The cooler climate here, coupled with the long summer evenings, is proving to be a major draw. At the height of summer, during the solstice, the sun doesn't set until 10 p.m., giving visitors almost an hour more daylight to enjoy compared to Italy. La Zélande du Sud, à environ 80 km de Copenhague, est également une région touristique de plus en plus populaire. Philippe Rasmussen y possède un hôtel. Selon lui, les vagues de canicule du sud de l'Europe ont augmenté son activité. Yes, the last 2 years we have seen much more tourists from the southern part of Europe. And the topic is the heat wave, which actually are the first thing if we ask them why you're visiting Denmark. Idéal ici. Idéal pour nous. 25 degrés dans la journée. Le soir, on peut mettre un petit pull, une petite veste. Donc c'est très agréable. Nous, on fait du sport, donc on aime bien courir et on n'a pas très chaud, c'est très bien. Les agences de tourisme danoises se réjouissent de l'augmentation du nombre de touristes. I mean, when you see all the fires in Greece and so on, it's a tragic background. But of course, then we are happy to say, come and cool down for a couple of weeks up here at North and discover our beautiful nature and culture. Mais ces agences affirment que d'autres facteurs tels que la nature et l'expérience culinaire sont également un facteur déterminant de la popularité croissante du Danemark.